ce qui m'a permis de bouger vers d'autres fonctions à la périphérie de la finance, eh bien, c'est cette, appétence à aller voir, et à comprendre le business, de bien définir quelle est notre mission, de bien définir notre raison d'être et de bien définir comment on apporte la valeur ajoutée avec les opérationnels et pour les opérationnels, au bénéfice de la trajectoire financière. La curiosité, effectivement, elle permet normalement, hein, elle permet d'aller au-delà des reportings, d'aller au-delà des chiffres, au-delà des datas pour, retrouver finalement ce qui est derrière les datas, c'est-à-dire l'humain, ou voilà, ou un process ou un produit, et tout ce qui constitue une entreprise en réalité. Bienvenue dans l'entretien Berthois Conseil. Je suis François Charles et dans cette série sur les métiers de la finance, nous allons décortiquer le quotidien des grandes fonctions financières pour mieux vous aider à piloter votre carrière. Cette série est produite par le cabinet Berthois Conseil, spécialiste du recrutement des fonctions financières et du conseil en gestion de carrière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entretien Berthois Conseil dédié aux métiers de la finance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro Céline Thévissen, avec qui on va échanger autour de trois grands axes principaux que sont les métiers de la finance et les postes à responsabilité, la gestion de carrière et le recrutement. Céline, bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Bonjour François Charles, merci de cette invitation et je vais très bien, Ah, j'espère que toi aussi. très bien, je te remercie. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a quelques mois dans le cadre d'un programme de l'association FIPLUS, et où effectivement j'ai eu l'opportunité de découvrir un petit peu ton parcours. Et j'ai tout de suite fait le rapprochement finalement avec ce projet de podcast qui était, naissant à l'époque. Projet donc qui est dédié à la découverte des métiers de la finance, en leur cœur, hein. Vraiment l'objectif c'est de décortiquer le quotidien des grandes fonctions financières pour permettre aux personnes donc de se projeter dans leur carrière professionnelle. Et j'ai vu en toi donc ce financier, polymorphe, multicompétences, qui va au-delà finalement du simple cadre et de la simple fonction de direction financière, et je trouvais hyper intéressant que tu puisses le partager à ce micro et que tu puisses effectivement, donner de la perspective à des personnes qui voudraient, créer ou chambouler un petit peu leur carrière. Hem, pour les auditeurs qui ont la chance de te découvrir aujourd'hui, est-ce que, tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours, et nous expliquer un petit peu différentes choses que tu as pu faire? Oui, absolument. Alors, merci encore une fois François Charles, de me donner cette occasion effectivement d'exprimer, à la fois mon parcours et puis la manière dont je vois le métier de la finance, des financiers et effectivement comment, parfois aller au-delà de la finance. Alors, si on revient sur mon parcours, il est assez classique, à son démarrage, hein, puisque j'ai, une maîtrise des sciences et techniques de comptabilité et des finances à Dauphine. Et puis, j'ai intégré, Ernst& Young, donc un cabinet d'audit, où j'ai eu la chance à l'époque d'avoir aussi des missions de conseil, D'accord. d'ailleurs, sur, voilà, sur 5 ans. Et puis, ça m'a permis de découvrir un certain nombre de secteurs et ça m'a donné envie, en réalité, de faire ma carrière dans les secteurs de l'industrie et des services industriels. Et donc j'ai eu la chance par la suite de découvrir ces secteurs au travers de la mine, au travers du secteur du nucléaire, de l'aéronautique et plus récemment des infrastructures télécoms. Et j'ai eu aussi cette chance, hein, mais on va y revenir, hein, c'est une chance aussi élaborée par les choix que l'on fait, d'être dans des métiers effectivement de la finance, mais d'en sortir également à certains moments de ma carrière pour, être dans des fonctions plus, transverses, et opérationnelles, dans les métiers, comme, la stratégie, la performance et les achats. D'accord, super, très clair. Si on rentre justement un petit peu dans les choses un peu plus, concrètes de ton parcours, justement, donc tu as évoqué cette évolution avec les différentes briques de compétences que tu as pu, construire jusqu'à arriver à avoir finalement une légitimité qui t'a permis d'avoir, des postes à responsabilité dans des très grosses entreprises. Est-ce que justement c'est ce socle d'apprentissage, donc je comprends qu'il y a ce socle cabinet qui est, une expérience quand même fondatrice pour, un certain nombre de financiers, aujourd'hui. À la suite de ça, tu as fait donc d'autres choix qui t'ont amené à évoluer vers d'autres métiers. Est-ce que, tu peux nous spécifier un petit peu quelle typologie de métier, quelle typologie de responsabilité tu as été amené à occuper? Oui, alors, j'ai démarré, dans une fonction de responsable de la trésorerie et des fusions-acquisitions, déjà dans un groupe industriel après Ernst& Young. Après un cabinet d'audit, D'accord, dans lequel effectivement on nous structure, on nous apprend, on nous forme, aussi bien dans les métiers techniques de la finance, mais aussi dans les process. Et ça, c'est extrêmement important, de bien comprendre comment une société est processée et comment elle est constituée, comment elle est organisée.
sachant qu'évidemment rien n'est, rigide et que ces organisations sont tout le temps en pleine évolution et tout le temps en train de se transformer. C'est un terme d'ailleurs qu'on utilise beaucoup, depuis, peu d'années, mais qui en réalité a toujours été, concrètement, Dans le cœur, présent dans le effectivement. cœur de toutes les entreprises Mmh. qui ont besoin de s'adapter aussi au changement et à son environnement, contextuel et son écosystème. Et souvent d'ailleurs lié au métier de la finance, hein. Ça a souvent été les financiers en tête Et de j'allais y pont qui venir. ont, pardon, très bien et qui ont Mais tout à guidé fait. effectivement, Les financiers sont, dans leur, fonction, de base, ceux qui, sont les garants évidemment de la projection et des objectifs, financiers et comme je le dis, souvent, la finance, c'est le résultat de tout ce que l'entreprise réalise, de la R&D à la conception et à la, fabrication du produit, la manière dont il est, marketé, produit ou service, la stratégie, le marché dans lequel il va évoluer, les pays évidemment, la zone donc géographique, qu'il va, adresser et tous ces sujets-là sont des sujets très opérationnels, stratégiques, pour lequel, le financier doit être complètement, aguerri, doit bien les comprendre, pour bien expliquer, bien entendu les chiffres, mais aussi, piloter et aider les opérationnels à piloter, le business. Donc pour revenir à la question, dans mon parcours, les moments clés ou voilà, les métiers clés ou les fonctions clés que j'ai eu la chance d'occuper, c'était, du contrôle de gestion industrielle, après donc la trésorerie, la fusion-acquisition, chez Entreprises minières et chimiques. Des métiers de contrôle de gestion industrielle parce que c'est là qu'on apprend le métier. d'accord. C'est là qu'on apprend opérationnellement à lier les chiffres avec, la réalité du terrain, et ça, c'est extrêmement important. C'est là aussi qu'on fait le lien entre cette réalité du terrain et la manière dont les commerciaux vont vendre, le service ou le produit, dont il est question auprès du client en B2B ou en B2C, sachant que c'est assez différent. Et par la suite donc, du contrôle de gestion au niveau corporate parce que c'est là qu'on est alors pour le coup, sur une autre, dimension de la finance qui est plus tournée sur les normes comptables et sur l'appréhension de la communication financière vers l'extérieur. Et ça, c'est effectivement aussi un des enjeux extrêmement forts du financier, Mmh. du directeur financier, d'arriver à convaincre, mais pas seulement convaincre, donner aussi de la transparence sur les résultats financiers et sur la projection et sur les perspectives. Et toujours en accord, bien entendu, avec, la stratégie et l'ensemble de la direction générale. Et puis enfin, ce qui m'a permis de bouger vers d'autres fonctions à la périphérie de la finance et bien, c'est cette, appétence à aller voir, et à comprendre le business et ça m'a amenée à travailler sur, des grandes offres, notamment dans le nucléaire, les grandes offres, sur les centrales, nucléaires, ou des activités de recyclage ou des activités de services récurrents et ça m'a aussi, amenée à travailler sur, la compréhension de l'exécution des grands projets. D'accord. Donc voilà, des infrastructures très, évidemment, à fort enjeu en termes d'investissement, donc très capitalistique, et puis aussi à fort enjeu en termes d'intérêt général, Forcément. voilà, pour tous les citoyens que nous sommes. Et par la suite, chez Safran Aircraft Engines, j'étais directrice du contrôle de gestion, et là, dans un moment très, très fort de transformation, du contrôle de gestion et également du produit, puisque le moment où j'y étais, le moteur qui a fait le succès de Safran Aircraft Engines avec la JV, conjointe avec, General Electric et la transition vers le nouveau moteur qui est le LEAP, qui est plus léger, qui est d'un matériau plus, moderne et donc moins consommateur de fuel, et donc plus économique, Mmh. aussi bien d'un point de vue, financier que d'un point de vue aussi CO2. Et donc là, des enjeux très forts de compétitivité pour que, ce produit soit, au rendez-vous de sa commercialisation. Et enfin, Bouygues Télécom, où là, c'est une nouvelle étape, dans mon parcours, et avec un lien, très fort, sur le socle financier, puisque j'ai démarré dans la performance économique pour ensuite devenir la directrice des achats. D'accord. Et alors, si on s'attarde un petit peu justement sur cette,
dernière expérience chez Bouygues, puisque donc là, on est clairement dans, une connexion finalement avec ton passé et ton expertise de financière, hem, dévolue finalement, aux problématiques d'achat et de procurement finalement de cette grande industrie, des télécoms avec un poids, comme tu le soulignais, capitalistique extrêmement fort. Hem, Concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du périmètre que tu occupais, des responsabilités et des objectifs de ce département? Oui, c'est une direction centrale, des achats, où, la totalité des catégories d'achats sont adressées. D'accord. Donc aussi bien, les infrastructures réseau dans toute sa complétude, hein, mobile, fixe, transport des data, mais aussi, l'expérience client, mais aussi les prestations, prestations opérationnelles et prestations, intellectuelles. Également l'achat d'énergie, d'électricité en particulier et les télécoms et les opérateurs télécoms sont des grands consommateurs Mmh. d'électricité. De les devices mobiles et fixes, donc D'accord. aussi bien les box, accès à internet ou STB, que les smartphones et les accessoires OK. associés. Donc un enjeu, qui se compte, en plusieurs, milliards, d'euros par an et qui, à un moment donné où, la technologie, a changé, pour l'ensemble des opérateurs télécoms, de la 4G vers la Mmh. 5G, du cuivre vers la fibre, avec un maillage, sur le territoire national, complet, et une augmentation, une montée en puissance, bien entendu la fibre, enfin pour les particuliers. Donc un enjeu extrêmement fort, d'un point de vue financier puisque l'achat, c'est le premier engagement financier que l'on fait en dehors des ressources humaines. C'est le premier engagement financier. Donc c'est là où en réalité l'enjeu et l'avenir, se concrétisent ou se réalisent. Donc ça doit être évidemment en alliance avec, la stratégie, décidée par l'entreprise, mais aussi les opérationnels et surtout les opérationnels. Ce qui signifie que et là, on est vraiment dans la transversalité entre, le contrôle de gestion, dans lequel on a effectivement les budgets, associés et puis, l'opérationnel avec le cahier des charges, techniques, les innovations, qui y sont, adossées, et l'évolution qu'on veut donner aussi aux produits, auxquels qu'on achète. Et la notion de RSE qui est absolument fondamentale dans les achats, d'achat durable, d'achat, responsable et avec, une nouvelle, donnée, extrêmement importante qui est la décarbonation. D'accord, et alors quand tu parles d'opérationnel, pour être sûr de bien comprendre, toi sur ton périmètre, tu avais donc cette casquette de directrice achat et performance. Hem, la performance et les opérationnels avec lesquels tu étais en contact, c'était qui dans l'entreprise? Donc ce sont les, responsables du réseau, donc D'accord. le directeur du réseau avec, l'ensemble de ses équipes, donc pour, le déploiement de toutes les infrastructures mobiles, fixes et transport. La partie ingénierie, bien entendu, qui conçoit, l'ensemble de l'infrastructure voulue et les technologies recherchées et les innovations aussi à faire. D'accord. Et ça, c'est fondamental dans le choix, de la supply, le choix des fournisseurs. Mmh. Et puis la partie opération, c'est-à-dire, surveiller que le réseau a une qualité de service qui est au rendez-vous, sans discontinuer et à la hauteur de ce que nos clients attendent. D'accord, et alors quand on parle de performance dans ton titre de poste, Mmh. justement, est-ce qu'on parle de performance opérationnelle sur cette fameuse continuité de service? Ou est-ce qu'on parle de performance finalement, dans les achats avec, c'est plutôt ces logiques d'économie d'échelle? C'est une excellente question et en fait, c'est les 2, mon capitaine. D'accord. C'est-à-dire que et c'est ça qui est absolument intéressant, dans cette fonction qui est vraiment à la croisée des chemins entre, la stratégie, les opérations et la finance. C'est qu'il faut effectivement, remplir, bon, ce qu'on appelle, souvent dans le jargon, des achats, le CQFD, coût, qualité, fonctionnalité, délai. D'accord. Hein, parce qu'il y a aussi une question de planning. Il faut être, pour créer la différence, il faut aussi être là au rendez-vous, de ce que les clients attendent. Et puis on a rajouté un dernier D qui est pour décarbonation, ce qui fait CQFD au carré. Ça, c'est, OK. l'invention,
Voilà, Bouygues Télécom, Bouygues. mais qui est pas qu'une invention, sur le papier, qui est une réalité et qu'on a intégré comme étant, dans le cahier des charges, une condition des critères de choix. D'accord. C'est vrai que on entend beaucoup parler de l'évolution aussi des achats avec, ces fameuses intégrations, de finances durables, de décarbonation et cetera. On y reviendra peut-être dans un deuxième temps où on parlera plus effectivement de l'avenir du métier. Si on regarde, spécifiquement donc les tâches que tu avais à mener sur ton périmètre, est-ce qu'on peut essayer découper, d'identifier ces 3-4 tâches qui te prenaient, 80 de ton temps disponible? Alors la première tâche, c'est de bien comprendre la stratégie et de la, déployer, de la décliner dans chacun des pôles d'achat, qui constituaient l'équipe. Donc ça, c'est la première brique, hein, de bien définir quelle est notre mission, de bien définir notre raison d'être et de bien définir comment, on apporte la valeur ajoutée, avec les opérationnels et pour les opérationnels, au bénéfice de la trajectoire financière. Donc ça se fait au sein de l'équipe de la direction achat, mais évidemment en accord et en alliance avec les opérationnels et le contrôle de gestion. La deuxième composante extrêmement importante évidemment, c'est le management d'équipe. Donner, le sens, donner, les bons réflexes, quand on change de technologie, quand on change, aussi moi, il se trouve que j'ai changé l'organisation de la direction des achats pour permettre à chaque, pôle, des achats d'être plus en transversal dans l'écosystème pour embrasser plusieurs activités et bien Mmh. comprendre le sens de, quand on achète un équipement radio, par exemple, comment est-ce que ça se traduit dans la qualité de service, dans un abonnement? Ou quand on travaille sur la relation, client, comment est-ce que ça se enfin, qu'est-ce que ça génère en termes de valeur ajoutée, dans le compte de résultat? Donc, voilà, créer une bonne compréhension du modèle économique dans sa globalité. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que pour les jeunes qui arrivent, il f c'est i voilà, il faut le redonner, il faut toujours redonner ce sens-là et donc c'est effectivement une des tâches importantes dans le quotidien. Je dirais que la 3e tâche importante, et on va revenir du coup sur la décarbonation, ça a été de mettre ça en devant de la scène dans la D'accord. direction des achats et de l'embarquer, avec la direction RSE, avec les opérationnels et avec les financiers. Et donc j'ai, eu à cœur avec mes équipes de, travailler, la manière dont les achats pouvaient apporter cette valeur et on a, créé un pôle ou en tout cas rajouté dans un des le pôle de le méthode et outils des achats, le pôle de support, des, compétences nouvelles, d'analystes, hein, c'est-à-dire des personnes qui, sont, capables de faire une analyse de cycle de vie de produits ou de services qui sont D'accord. achetés. OK. Et donc ça se traduisait derrière, par des effets sur la projection financière? Alors ça s'est traduit surtout sur des choix, et surtout de la alors déjà de la sensibilisation au sein en interne, chez Bouygues Télécom D'accord. avec, des rendez-vous tous les 15 jours organisés par les achats, sur des sujets enfin des sujets très précis et choisis, sur la décarbonation et la manière dont on peut décarboner, notre supply chain. Ça s'est traduit par, dans nos cahiers des charges, des demandes très spécifiques sur de l'éco-responsabilité, de l'éco-conception, des choix de décarbonation, et ça s'est, traduit également sur, des vraies études, au sein des opérationnels, sur l'empreinte carbone de leur activité. Mmh. OK. Très clair. Je reviens plus sur la notion de transférabilité de compétences et finalement cette, jonction que tu as fait entre, les fonctions purement financières, et les fonctions aujourd'hui plutôt de supply et d'achat. Hem, pour toi, quelle a été finalement la valeur ajoutée que tu as pu permettre, Mmh. tu as transmise finalement dans ce nouveau poste qui était un poste connexe? Et qui a permis finalement d'apporter quelque chose de différenciant par rapport à, Mmh. quelqu'un qui aurait été, directeur des achats, Ouais. chez Orange ou dans un autre, acteur des télécoms. Alors il y a 2 et il y a,
je pense et c'est ce qu'on m'a dit aussi donc et puis je l'ai vu, concrètement. Il y a 2 choses qui ont été, différenciantes. La première, c'est, de donner, aux acheteurs, la compréhension financière de l'acte d'achat D'accord, et la compréhension de la manière dont ça s'illustre dans les comptes et la manière aussi dont, c'est intégré ou pas dans les budgets. d'accord. Et donc ce lien très fort entre, l'acte d'achat ou la négociation, dans l'acte d'achat, il y a le sourcing, hein, déjà déterminer la liste des acteurs potentiellement, fournisseurs ou partenaires, le cahier des charges, l'appel d'offres en lui-même, l'analyse et l'évaluation des réponses et puis le choix. Mmh. Et tout ceci ne peut s enfin, se fait de manière beaucoup plus, avec beaucoup plus de valeur lorsque on sait, déjà comment ça va se traduire, dans les budgets, sur le court, moyen et long terme. Donc ça, c'est un réel apport, de comprendre que quand on achète un équipement, qui, technologiquement va répondre aux attentes, stratégiques, mais qui en plus rentre dans, le budget, financier qui a été, et qui a été, réalisé, pour ça, c'est extrêmement important de bien le comprendre. La deuxième chose, c'est que, étant une financière venant de l'industrie, et Bouygues Telecom étant un acteur qui rend des services, Mmh. finalement les services qui sont offerts, sont, établis sur la base d'industries et de bases industrielles qui sont à l'extérieur, qui sont dans notre supply chain, qui sont D'accord. donc chez nos fournisseurs et chez nos partenaires. Et donner une lecture en tant que financière de l'industrie, donner une lecture, ce que nos partenaires ont comme typologie de coûts, comme, structure de coûts, comme, éventuellement stratégie, financière, et donner cette lecture-là pour, aborder une négociation qui parfois peut être compliquée parce qu'on est sur du long terme justement. Ça ramène autour de la table un équilibre, et un raisonnement beaucoup plus, fort et puissant qui permet de négocier sur des bases beaucoup plus solides, robustes, et qui permettent de construire sur le long terme, justement. Donc en fait, ça permet de faire une distinction entre la valeur et le prix. Le prix C'est qui c'est est, très bien résumé. d'accord, OK, super. Une distinction, puis à un moment donné aussi quand même un regroupement Après, il faut trouver un terrain d'entente, hein, ça reste une négociation, mais effectivement, donc il y a cette, valeur perçue à mettre en face finalement d'un prix donné, d'achat. Non, non, mais Il y a ça et puis il y a cette compréhension de notre fournisseur, qui il est, mmh, quelle est sa structure de coût, quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce qu'il en a une tout de suite? Est-ce qu'elle sera d'ici 1 an, 2 ans? Comment est-ce qu'il est, voilà, comment il amortit sa R&D? Quelles sont ses contraintes à lui? On n'est pas obligé de toutes les accepter et de toutes les financer bien sûr, mais à partir du moment où on en a la compréhension, on a déjà là un début de négociation qui peut s'installer et qui est sur le même terrain et qui permet aux partenaires de se dire: «OK, en face de moi, on comprend quels sont mes problèmes». Donc voilà, il y a un niveau de confiance aussi qui, est très fort et qui s'installe plus rapidement. et je pense que tu as utilisé le terme qui fait toute la différence, c'est que finalement, on passe du statut de fournisseur à un statut de Partenaire. partenaire. Mmh. Et c'est comme ça qu'on crée des histoires qui s'inscrivent dans le temps long, et pas uniquement dans un rapport de force où on va, tout de suite essayer d'aller chercher la valeur, de grappiller les petits points de marge, je sais que c'est difficile dans des industries qui sont, parfois à faible marge, et où chacun effectivement, c'est aussi une question de Ce qui est le de cas. survie. Mmh, tout à fait. Super, est-ce que tu as envie de nous parler peut-être d'un projet où, pour toi, il y a eu un peu un avant-après, quelque chose, un projet auquel tu as été, sur lequel tu as été pilote, qui illustre peut-être quelque chose, de particulier pour toi? Dans mon parcours, il y a effectivement un sujet ou un projet, qui a, réellement généré une différence, et c'est, chez Areva que ça s'est, réalisé. Lorsque, j'ai participé, au sein d'une activité, qui à l'époque était, encore, dans je dirais sa phase de R&D et de, pré-industrialisation et qui s'appelait Arevamed, Med pour médical et qui aujourd'hui s'appelle Orano Med, donc qui existe toujours et qui prend son envol et c'est une magnifique, aventure qui se poursuit. Mais surtout à l'époque, le moi
j'ai eu cette chance d'intervenir en tant que, responsable des affaires publiques et du financement, de recherche de financement pour, passer à un mode un peu plus industriel, cette activité. Alors, je vais revenir sur cette activité parce elle est importante. Il s'agit de, créer un médicament contre le cancer à base, d'un isotope qui s'appelle le plomb 212 et qui est issu de la chaîne radioactive du thorium-238. Donc il y a tout un modèle industriel, enfin un mode de fabrication ou enfin oui, de production de cet isotope qui est, de haute volée parce qu'il faut arriver à isoler, chaque isotope et puis surtout, ensuite cet isotope il est, assemblé avec un anticorps qui, lui, pour le coup, est produit par des laboratoires et l'association des 2 et en fonction de l'anticorps que l'on choisit et bien, et peut être, donnée à des personnes, donc qui souffrent de cancer. D'accord. Si c'est le cancer du poumon, ce sera un anticorps pour le Mmh. poumon. Si c'est le foie, ce sera un anticorps du foie et cetera. Mais là, l'enjeu pour nous, c'était, et l'équipe, hein, c'était de trouver un financement. Et donc, nous avons, travaillé avec la Banque publique à l'investissement sur des PSPC, des projets structurants pour la compétitivité. Et là, la raison pour laquelle je vous parle de ce moment-là, c'est que on a travaillé et avec le chef de projet de l'époque, on est allé chercher des industries françaises, PME, ETI, capable de nous aider à déverrouiller, des endroits technologiques pour permettre cette fabrication d'isotopes, de plomb 212 sur lesquels on ne pouvait pas le faire seul. Mmh. Par exemple, pour, isoler, les isotopes, il faut de la résine D'accord. et la résine, c'est pas Areva qui la produit, ce sont, des producteurs de résine qui ont cette technologie, cette innovation et qui savent le faire. Pour que, le médicament in fine puisse être, transmis dans un CHU ou dans les centres hospitaliers pour ensuite être, utilisé, il faut avoir une box, enfin une boîte hein, qui permet, d'avoir cet isotope de manière très sécurisée. Mmh. Parce qu'on est quand même en train de parler d'un isotope, qui, est radioactif, voilà donc c'est pas très dangereux, mais enfin il faut être, Il faut méfier la boîte. malgré tout voilà, c'est très, et il faut que ce soit sécurisé. Donc il faut des matériaux type du tungstène, donc voilà, donc des gens capables de faire cette boîte qui permet, à la fois de protéger les agents hospitaliers, mais aussi de mélanger, en tout cas d'assembler, le plomb 212 avec l'anticorps. Et donc ça fait appel à la fois à des capacités, de négociation pour créer son consortium, des capacités de bonne évidemment bonne compréhension de ce qu'on cherche pour, trouver les bonnes PME. Les emmener, les embarquer dans le projet et donc qu'ils soient convaincus et qu'ils vous suivent. Avoir, la capacité de faire un business plan, parce que la banque publique à l'investissement ne vous finance pas sans business plan, bien évidemment. De pouvoir communiquer sur cette, activité et sur, son avenir et donc avoir, une bonne connaissance du marché, et évidemment, d'obtenir le financement et donc d'arriver à négocier aussi ses modalités et son montant. Donc ça associe à un ensemble qui finalement m'a donné ensuite envie de poursuivre vers ces métiers de partenariat, et de schémas complexes, financiers. D'accord, donc ça vient de là. On a Voilà. trouvé un petit peu, non, mais en tout cas, le projet est superbe et j'espère qu'effectivement, c'est, des choses qui pourront être, industrialisées, c'est l'objectif? Ça y est, Orano Med a annoncé un certain nombre de projets, de programmes, ces derniers mois. Donc j'invite, tous les auditeurs à se renseigner. C'est une magnifique activité. Super, ça fait partie, des supers objectifs, en tout cas, industriels et des super réussites françaises qu'il faut effectivement, souligner, je pense. Hyper intéressant. Moi, il y a un élément aussi sur lequel je voulais qu'on revienne ensemble. Tu l'as pas forcément été à toutes les étapes de ta carrière, mais donc je crois comprendre qu'à certains moments, tu as été donc, membre de comité de direction. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe dans un comité de direction? Quels sont les enjeux un petit peu? Et voilà, un petit peu ce qu'il y a derrière ce grand nom qui fait fantasmer un petit peu, je pense, un certain nombre de personnes. OK, alors bon, je savais pas que ça faisait fantasmer, mais Bah, en tout je cas, ça pense que il y a un mystère ah bon, de, d'accord.
de la direction générale, qui prend les directions stratégiques? Comment est-ce que, c'est pris? Quelles sont les Mmh. responsabilités? Comment est-ce qu'on partage l'information? Mmh. Je pense que c'est un organe de Oui. direction, qui cristallise pas mal Non de mais questionnements. non mais ça fait effectivement, c'est un des organes de gouvernance, classiques dans toutes les grandes, entreprises ou les petites entreprises ou les moyennes entreprises. Donc il y a autant de comités de direction, je dirais, qu'il y a d'entreprises. C'est très différent en fonction, on l'a dit, hein, de sa taille, de son secteur, et puis des personnalités aussi qui occupent, les comités de direction. Mais, je dirais que le fil conducteur et le fondement même d'un comité de direction, tu l'as dit, c'est beaucoup de partager l'information. C'est beaucoup de décliner la stratégie, de rappeler la stratégie. Mais c'est aussi, alors pas toujours, mais quand même assez souvent, de parler de certains sujets, sur lesquels on a besoin d'avoir une vision, à 360° et au sein de la comité du comité de direction, on a évidemment, les directions opérationnelles, les directions fonctionnelles qui, bah, là, c'est l'endroit le plus opportun et le plus, logique pour, justement prendre, en compte, les opinions de chacun. Ça peut aussi être l'endroit où, on fait, intervenir, d'autres personnalités ou d'autres équipes, qui, ont des sujets, importants, qui peuvent alors soit sur l'organisation, soit sur de nouveaux outils, soit sur, on parlait de performance, mais ça peut aussi être, voilà, des modalités de reporting ou alors, des innovations ou, on parle d'intelligence artificielle Mmh, beaucoup en ce moment. Donc tous ces nouveaux sujets, qui sont, évidemment, pris par les équipes, étudiés, analysés, à un moment ou à un autre, étape par étape, ça peut faire l'objet d'une présentation, mmh, sur des jalons, de go, no go, sur des jalons, simplement d'information, mmh, soit pour, requalifier quelque chose ou au contraire, donner le go ou simplement, apporter un œil, un peu, nouveau ou complémentaire. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai vu dans les comités de direction. Après, il y a les comex, où les comex sont au niveau, bah, du groupe, quand il s'agit de grandes sociétés. Où là, comme son nom l'indique, c'est du comité exécutif et ça veut dire que là, on y prend des décisions. Dans les comités de direction, parfois, on ne prend pas forcément de décision, ça peut être que de l'information. mmh. Ça peut aussi être des décisions, hein, mais souvent, dans les grands groupes, ce sont dans les comex que l'on prend les décisions, exécutives. Donc on fait des revues de projet et on prend des décisions, qui s'imposent lorsqu'il y en a besoin, ou bien on fait passer, des problématiques, heu, qui sont de tout ordre, finance, RH, stratégie, opération, supply, à un moment où il peut y avoir des décisions soit de transformation, soit de crise, et où il faut prendre des décisions. D'accord, et j'imagine qu'il y a peut-être justement des sujets qui émergent dans les comités de direction qui, si effectivement doivent prendre de l'importance, s'ils doivent prendre de l'importance, remontent au comité de direction pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer dans une stratégie plus globale et cetera. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ça peut évidemment arriver. Super. Moi, je voulais revenir avec toi sur un point plutôt, aussi, la partie, valeurs, hein, ce que, on est censé, transmettre un petit peu et incarner dans une direction financière. Alors, tu as exprimé, je pense, beaucoup d'empathie notamment sur certains sujets et de sensibilité par rapport à d'autres dans l'expression de ta carrière. Moi, je voulais voir un petit peu avec toi quelles étaient pour toi les valeurs, fondamentales, en tout cas les tiennes déjà aujourd'hui qui te permettaient que tu souhaitais voir, intégrées dans une sphère professionnelle? Bah, la première, c'est l'éthique. C'est celle qui me vient évidemment à l'esprit, tout de suite. Et puis ensuite le collectif, et encore, bah, alors évidemment dans des fonctions, très transverses comme la finance, les achats, la performance, mais c'est la même chose pour, le juridique, la RH, on travaille collectivement ensemble. Et dans tous les projets, dont on parle et alors encore plus quand c'est dans des domaines très capitalistiques, aucune décision n'est prise par une seule personne. Mmh, C'est évidemment du collectif. Avec, toutes les expertises qui, doivent s'exprimer et qui, bah, créent, la valeur en fait. Donc pour moi ça c'est extrêmement important.
Et puis, parmi les valeurs, c'est le respect, c'est la courtoisie, et ce, dans tous les domaines, et y compris à l'externe, enfin, avec toutes les parties prenantes, voilà, qu'elles soient internes, externes, ou et dans la vie de tous les jours d'ailleurs aussi. Super. Et est-ce que, du coup, ça fait partie des choses que tu vas chercher, par exemple, chez, des collaborateurs que tu vas recruter? Qu'est-ce que tu recherches un petit peu dans tes phases de recrutement? Comment tu t'y prends? Voilà, c'est quoi un petit peu, ton mode opérandi? Alors effectivement, il y a ces valeurs, et puis, il y en a une autre qui, pour moi en tout cas, est extrêmement importante dans dans la partie effectivement recrutement, ou même évolution au sein d'une équipe, donc voilà, j'appellerais ça le management d'une manière générale. C'est, l'appétence des personnes à la curiosité, l'appétence des personnes à s'ouvrir, aussi bien d'esprit que voilà de connaissances, soif de s'enrichir. C'est et pour autant c'est pas unanime. Tout le monde n'a pas, nécessairement ces envies ou cette curiosité, mais lorsqu'elle existe, moi j'ai à cœur de la faire, évoluer positivement et de l'alimenter. D'accord. Voilà, je pense que moi-même je le suis, très curieuse, et j'ai à cœur d'être alimentée ou de m'alimenter, et donc j'essaye de faire la même chose, lorsque je recrute, de trouver cette, fibre de curiosité. Ce que je ne confonds pas avec l'engagement, qui est, encore autre chose, et pour autant, c'est une des valeurs aussi importantes. Quand on recrute, on a à cœur d'avoir des équipes qui sont engagées, et engagé est un mot qui est très large. On peut s'engager de plein de manières, de plein de façons, et donc moi, je parle d'un engagement, d'écoute, d'un engagement d'intérêt. C'est-à-dire, voilà, c'est pas un engagement sur le nombre d'heures qu'on va enfin, sur lequel on va être présent, ça n'a pas de sens, mais un engagement au sens, hem, apporter de la valeur, et aller à l'essentiel voilà, de l'engagement qu'on peut apporter. Je partage complètement et en plus ça fait écho, beaucoup à de l'expression et de la réponse, à la question que m'ont apporté aussi, d'autres financiers que j'ai reçus sur le plateau. Et donc, il y a cette notion de curiosité, je pense, qui est, la pierre angulaire de beaucoup de choses parce que c'est comme ça que, justement, on va alimenter un petit peu ce dépassement de fonction, on va alimenter de la formation, de la montée en compétences et cetera. Hem, Moi, je le vois dans mon métier de recruteur aujourd'hui. On a, je me bats, tous les jours, contre, une tendance qui est un petit peu le bullshit job, où on a l'impression qu'il y a certaines fonctions qui, sont bonnes à remplir des tableaux qui seront jamais lus. Et je sais que c'est extrêmement frustrant et difficile pour ces personnes-là de trouver, hem, la passion, l'intérêt pour justement aller dans le déplacement de fonction, aller dans la formation et cetera. Hem qu'est-ce qu'on peut essayer de leur dire à ces gens-là aujourd'hui pour, retrouver un second souffle? Qu'est-ce qui te vient comme ça? Alors ce qui me vient, c'est, alors il y a plusieurs choses. Bon, il y a le fait que, bon, la curiosité effectivement, elle permet, normalement, hein, elle permet, de, d'aller au-delà des reportings, d'aller au-delà des chiffres, ou au-delà des datas, pour, retrouver, finalement ce qui est derrière les datas, c'est-à-dire l'humain, ou voilà, ou un process, ou un produit, voilà, et tout ce qui constitue une entreprise en réalité. Maintenant, pour faire ça, il faut quand même avoir les moyens, et je pense que, bah, une direction financière ou n'importe quelle autre direction, du reste, son rôle, c'est aussi, de s'assurer que les moyens sont là, existent. Après, je pense qu'on peut aussi, et c'est ce que je dis souvent, à mes équipes, vous-même, soyez à l'initiative de votre propre job et de votre propre poste. Soyez à l'initiative d'améliorations que vous pouvez apporter. Soyez à l'initiative bah, si ce tableau de bord ne sert pas, changez-le. Proposez en tout cas de le changer, et mettez-le à la manière dont vous pensez que ça peut apporter, quelque chose à votre interlocuteur ou même à vous-même. Et je pense que si ça apporte quelque chose, à la personne qui le fait, ça apporte forcément quelque chose aussi à l'ensemble de l'entreprise. Donc je crois aussi beaucoup, et je fais beaucoup confiance aussi au bon sens paysan. Et c'est hyper intéressant et j'avais un petit peu le prisme ou le dogme de dire,
c'est ce qui est intrinsèquement attendu dans des environnements, qu'on considère souvent comme plus agiles, comme les startups ou les petites structures ou les PME, où on est, un peu plus dans l'évolution permanente et donc ou en tout cas de manière assez caricaturale, dans l'évolution permanente et donc on a besoin de faire évoluer en permanence les tableaux, les outils, s'adapter à ce sur quoi on communique, à qui on le communique et cetera et je suis content de t'entendre dire aussi que dans les grands groupes et ben, on a cette latitude, on a, bah, c'est effectivement ce bon sens, Paysan. paysan Mmh. où, bah, si ça nous est utile à nous et si effectivement on peut, a créer de la valeur pour nous, c'est que ça va créer de la valeur ailleurs dans l'organigramme. Absolument. Moi, j'y crois vraiment. Après, il faut avoir, aussi, bah, voilà, le courage d'être force de proposition et cette curiosité. On en revient à ça, et à partir du moment où on sait exprimer les raisons pour lesquelles il faudrait s'adapter, il faudrait changer, il faudrait prendre cette initiative. On est un peu dans l'entrepreneuriat, hein, à ce moment-là. Les grands groupes sont très, très friands de ça, parce qu'on le disait tout à l'heure, quelle que soit la taille, on est obligé de s'adapter. On est obligé de se transformer, et alors encore plus évidemment avec les crises, qu'on a eues ces dernières années, qui se sont, accumulées parce qu'on a eu des crises, successives pendant, enfin on a toujours des crises, hein, qui se succèdent. Là aujourd'hui, elles s'accumulent. Elles ne font pas que se succéder, elles sont là et elles restent et elles s'accumulent. Donc ça veut dire que si on n'a pas cette capacité à faire confiance, aux équipes pour, bah, qu'elles soient à l'initiative de ces adaptations-là, on perd vraiment quelque chose. Donc il faut que ce soit une rencontre entre, une direction générale qui a voilà, des stratégies, des objectifs, et qui apporte des moyens et puis, bah, des équipes à qui on laisse la capacité de prendre des initiatives. Et c'est tout l'enjeu, je pense, de recruter aujourd'hui ces fameux middle managers qui vont être très en phase avec la stratégie globale de l'entreprise, qui vont être responsables de la diffusion auprès de leurs équipes pour pouvoir justement avoir cette culture de comment est-ce qu'on aligne les choses, comment est-ce qu'on monte en puissance, comment est-ce qu'on crée une politique globale finalement de reporting pour la finance, mais ça va bien Bien évidemment au-delà, au-delà de oui. ça, Mmh. et qui contribue de manière globale à une politique de rétention des talents. Parce que ça aussi, c'est devenu un enjeu, clé aujourd'hui. Tu parlais, Absolument. Mmh. de crises qui Qui s'empilent et qui s'accumulent, s'accumulent. oui. On a, au-delà effectivement du covid qu'on a forcément tous en tête, des choses où on a eu des vrais enjeux de pouvoir d'achat, l'envolée des prix de l'énergie. On a aussi cette guerre des talents un petit peu latente, depuis, quelques années où, les ressources humaines coûtent de plus en plus cher, où on a besoin d'avoir des gens qui soient, effectivement dans cet bon état d'esprit pour, pouvoir, créer de la valeur en entreprise et c'est, hautement stratégique Et on a besoin de nouvelles compétences. Mais peut-être que c'est le dernier point dont et tu ça m'amène, voulais. parfaitement sur une transition, géniale qui est effectivement, les nouvelles compétences aujourd'hui, que toi tu vois peut-être dans tes fonctions, financières et extra-financières. Vers quoi est-ce qu'on va avoir besoin de tendre et les nouveaux, j'allais dire les jeunes diplômés, mais pas seulement, hein, les gens qui aussi aujourd'hui, sont, des professionnels, plus aguerris, qui ont besoin justement eux de se former en continu. À quoi est-ce qu'ils ont besoin de se former et sur quelle thématique est-ce qu'on va les attendre demain? Alors, on a, moi comme ça, de mes expériences, je vois 3 grands volets. Il y en a certainement plein d'autres, hein, mais on va peut-être en choisir 3. Pour moi, le premier, c'est, la compétence, un peu, soft skill, et on va rejoindre encore une fois la curiosité, mais une compétence qui est d'embrasser, une entreprise avec son écosystème. C'est ce que j'appelle un peu l'écoute à 360°. Et c'est pas une écoute, physique Mmh. avec l'oreille, c'est une écoute, qui peut ressembler à de la veille, mais un peu plus que ça. L'écoute du marché, l'écoute des méthodes et outils, l'écoute, de la partie management, la partie évidemment recrue, parce qu'on parlait de middle management, donc il faut aussi que le middle management, soit à l'écoute de ce qui se passe, côté RH, en tout cas sur le bassin de l'emploi. Écoute économique, c'est extrêmement important, c'est même fondamental. Mmh. Quand on est à la finance ou aux achats et si on n'a pas cette écoute économique, qui n'est pas une écoute économique, uniquement sur son secteur, mais au sens très large du terme, et mondial, et donc une écoute aussi géostratégique et géopolitique et encore plus en ce moment, mais ça a toujours été le cas en réalité. Ça n'est pas que, depuis aujourd'hui, même si ça s'accélère et que c'est
voilà, un peu à nos portes. Et ça, c'est absolument fondamental parce que ça peut créer évidemment différents scénarios, et ces différents scénarios, c'est ce qui permet aussi d'anticiper, de piloter et d'avoir toutes les cartes en main. Mmh. Et derrière, la finance, les achats, les opérations, il y a évidemment là, on n'a pas parlé, mais la cartographie des risques et opportunités, elle est fondamentale. Et là, elle se fait, voilà, il y a toutes ces familles dans cette, cartographie, que l'on retrouve. Ça, ce serait pour moi le premier volet, donc l'écoute, au La 360 degrés, la curiosité curiosité et et l'écoute. Le deuxième, donc c'est une vraie compétence, hein, mmh, et c'est une compétence, que l'on acquiert, parfois en université ou à l'école. Évidemment, les grandes écoles, on l'acquiert. C'est ce qu'on appelait la culture générale à l'époque, bon. Mais on peut aussi l'acquérir, au sein d'une entreprise, et vraiment. je fais juste une micro parenthèse, mais je te remercie de dire ça parce que, pour moi, dans toute cette sphère de connaissances et de connexions, sur les aspects, managériaux, économiques et cetera, on peut pas tout savoir et parfois il faut faire des choix et quand on est effectivement dans une industrie, on va développer des sensibilités, des notions, des ordres de grandeur, par rapport Tout à à fait. une industrie pertinente. Et moi, je suis souvent sollicité dans mes activités de chasseur de tête pour accompagner des personnes qui veulent justement changer de secteur. Tout le monde a droit effectivement de se réinventer, d'aller chercher, des nouvelles opportunités. De la curiosité justement, on en a beaucoup parlé, donc ce serait, gonflé de vouloir, brider cette curiosité aujourd'hui. Mais, hem, hem, qui veulent justement changer de secteur et qui ont peut-être la frustration, heu, de se voir fermer pas mal de portes parce que justement on va les cataloguer, dans un secteur en particulier ou, dans un sous-secteur ou un sous-ensemble. Mais il faut aussi avoir conscience que cette toute ce patrimoine de soft skills que tu évoquais, sur les connexions, la veille et cetera, ça fait partie de la valeur des candidats Absolument, absolument. et que même si on a le droit de changer de secteur, on sait que quand on en sort, on perd une partie de cette culture et de cet actif. Et ça veut dire qu'il faut se réinvestir. Mmh, Et donc c'est pour ça que la capacité à apprendre et qui vient de la curiosité est fondamentale. Quand on veut changer de secteur, c'est qu'on est curieux mmh, et donc il faut aussi bien avoir en tête qu'il faut se réinvestir. Et évidemment, je ne l'ai pas dit, mais dans des secteurs, très industriels, mais aussi dans les services, vous avez des lexiques, vous avez du vocabulaire qui est très propre à l'industrie. Et évidemment, le lexique ou les acronymes du nucléaire n'ont rien à voir avec ceux de l'aéronautique, qui n'ont encore rien à voir avec ceux des télécoms. Et à chaque fois, si vous voulez être pertinent, si vous voulez pouvoir travailler, en alliance et comme je le disais, de manière, très, très à proximité avec les opérationnels, beh, vous devez apprendre leur vocabulaire. Et donc c'est un investissement effectivement. C'est pour ça que je parle de veille. C'est extrêmement important d'avoir cette écoute. mmh. Et donc ça, c'était le premier point. Pour moi, la deuxième vraiment compétence, vraie compétence à vraiment, à aborder de manière très concrète, c'est l'IA et c'est, tout ce qui est, autour de la data, la manière dont on doit l'utiliser, comment on l'utilise, hem, et au-delà de l'outil, intelligence artificielle lui-même, c'est tous les business cases qu'il y a derrière. Tous les business cases qui permettent, à partir d'une data, de créer du marché ou de créer oui, Du business. du business, des activités. Qu'elles soient en interne pour améliorer un process ou à l'externe pour faire des ventes. Voilà, donc c'est absolument, fondamental. Et le troisième, pour moi, hein, c'est clairement, la RSE dans sa complétude, enfin son entièreté, et on parle beaucoup de décarbonation, c'est évidemment, très, très prioritaire et très, prégnant, pour le dérèglement climatique que l'on qui est là, hein, que voilà, il n'y a pas de négociation, là-dessus. Mais il faut pas oublier les droits humains, il faut pas oublier la partie, sociétale, il faut pas oublier, tout ce qui est, autre, que la décarbonation dans l'environnement. Je pense à l'eau, qui est un un sujet déjà, Tout à fait. extrêmement problématique. Et ça, ça sera, enfin, c'est déjà pour moi, ce sont des compétences qui sont, qui se doivent diffuser au sein d'une entreprise. Ça peut partir de la finance, ça peut partir des achats, ça peut partir de qui on veut, de la RSE, mais en réalité, c'est la problématique de tout le monde. Mmh. Et Faut que donc quelqu'un s'en empare.
il faut que quelqu'un s'en empare ou quelques-uns s'en emparent à plusieurs, mais ça doit diffuser et les compétences, elles ne sont pas aujourd'hui, suffisamment matures parce que c'est nouveau, donc les compétences, elles sont en train d'être formées. Là, elles vont arriver, de manière beaucoup plus concrète dans les prochaines années et voilà et ça, c'est un à mon avis, ça va créer un tournant majeur dans toutes nos fonctions et c'est très bien, Pour le c'est mieux. très bon pour le mieux. Super, parfait. Je te remercie. Est-ce que tu on a fait un bon tour? Est-ce que tu vois d'autres, thématiques que tu voudrais aborder? Là, je crois qu'on a fait effectivement un On a fait très un bon bon tour. tour. En tout cas, c'était un Super. plaisir. Merci beaucoup, C'est moi qui te François Charles. remercie. Merci d'avoir, pris le temps de venir, t'exprimer sur le sujet. Moi, j'ai été, ravi de cet échange. J'espère, voilà, qu'on pourra, se recroiser dans d'autres circonstances, par ailleurs. Avec grand plaisir. Parfait, super. Merci Au beaucoup en revoir, tout François cas. Charles. À très bientôt. Merci. Au revoir Céline. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir découvert avec nous le parcours de notre invité. J'espère de tout cœur avoir pu répondre à certaines de vos interrogations pour vous permettre de mieux vous projeter sur votre carrière professionnelle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à nous indiquer quel métier vous souhaiteriez voir interviewé par la suite. Merci.